Bonjour, aujourd'hui on va parler de la bataille qui se mène à droite entre tous les partis, LR, RN, Reconquête, parce qu'il va y avoir autour de cette bataille une recomposition politique majeure pour les années à venir. La première des choses, c'est que cette grande bataille de droite, qui a été très très longtemps préparée, en fait ça fait des décennies que l'attendent les électeurs de droite, elle va enfin avoir lieu grâce à une personne, Emmanuel Macron, qui a décidé unilatéralement tout seul de dissoudre l'Assemblée nationale à l'issue des résultats des élections européennes. Aux élections européennes, le Rassemblement national a obtenu plus de 30% des voix, quasiment 32%, c'est-à-dire plus du double du candidat macroniste qui représentait les idées de Macron et la continuité présidentielle. Sans doute vexé de ce résultat, Emmanuel Macron a préféré dissoudre afin de provoquer des élections législatives anticipées et de plonger la droite dans une vraie guerre qui va sans doute mener à sa recomposition et à une recomposition politique majeure de l'ensemble du paysage politique. Cette dissolution a permis de transformer ce qui était un scrutin mineur, comme les élections européennes, puisque d'ailleurs au niveau du Parlement européen, les choses sont restées quasiment inchangées, le pouvoir reste à celui du PPE, la majorité, ça n'a pas changé grand-chose, mais Emmanuel Macron, par cette dissolution, il a provoqué un séisme historique en France, un séisme politique qui n'avait été jamais vu depuis des décennies, peut-être même depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. La conséquence de cela, c'est que la LFI, les écolos, le Parti socialiste, toutes les forces de gauche se sont recoalisées ensemble, comme en 2022 où ils avaient fait la NUPES, et là ils se sont reconstitués, y compris avec les extrémistes du NPA, autour d'un nouveau front populaire, dans le but de diriger le pays, de former un gouvernement, et de porter à Matignon Jean-Luc Mélenchon. À l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement national, par son poids électoral, a provoqué une crise à droite en obligeant le président des Républicains à s'allier à lui en vue des législatives à venir et à marginaliser complètement son concurrent de Reconquête. La dissolution décidée par Emmanuel Macron a eu pour conséquence une union de la gauche jusqu'aux extrêmes et une guerre à droite pour savoir qui prendrait le leadership et autour de quel programme. Car désormais, le Rassemblement national en position de force va imposer ses thèmes et va imposer aux autres partis, qu'ils soient plus à sa droite ou plus à sa gauche, de s'allier avec lui. Fort de son 32% quasiment des votes exprimés au dernier scrutin aux européennes, le Rassemblement national se cherche des alliés afin de composer et d'être assuré de composer un gouvernement. Pour cela, son allié naturel et évident, c'est bien entendu les Républicains. Pourquoi ? Parce que les Républicains, c'est un parti qui a des élus, des cadres et une expérience politique. Alors que Reconquête n'a pas d'élus, ils viennent d'en avoir quelques-uns au Parlement européen seulement. Ils n'ont pas de cadres expérimentés et ils ne sont pas implantés sur le territoire. Ainsi, Marine Le Pen a tout intérêt à chercher une alliance plus au centre afin de chercher des gens plus expérimentés, proches du pouvoir, qui puissent lui ouvrir des portes, qui puissent enlever et détruire une bonne fois pour toutes les digues qui existaient autrefois entre les Républicains et le Rassemblement national. Ces digues ont aujourd'hui toutes sauté, toutes. Éric Ciotti, le président du parti, les Républicains, a annoncé le lendemain des résultats des européennes qu'il faisait une alliance, qu'il s'ouvrait à une alliance avec Marine Le Pen, car ce qu'il voulait, c'est sauver ce qu'il y a à sauver. C'est-à-dire que les Républicains, s'ils continuent de ne pas choisir et de rester entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, ils vont se faire écraser. Ils vont se faire marginaliser, sortir de la vie politique. Alors, pour sauver cet héritage, Éric Ciotti a préféré tendre la main et nouer une alliance de plus d'une dizaine de candidats qu'il va présenter sous les deux étiquettes, LR et le Rassemblement national, afin qu'ils puissent
lui aussi, à droite, unir la droite, au lieu de la voir condamnée au morcellement, à la division, par le jeu cynique qu'avait créé François Mitterrand dans les années 80. Seulement Éric Ciotti n'est pas le seul à décider. Il est le chef du parti, certes, mais il a été désavoué par tous les ténors, tous les cadres et la quasi-totalité des élus, les sénateurs, les députés, au niveau national, par sa stratégie d'alliance avec le Rassemblement national. En effet, beaucoup, chez les Républicains, ne veulent pas s'allier avec le Rassemblement national parce qu'ils veulent encore s'accrocher à leur siège, ils veulent encore s'accrocher à leurs appareils, parce qu'ils croient possible, croient-ils, encore de s'allier avec Emmanuel Macron, ou alors de tirer un meilleur bénéfice d'une négociation à l'issue du premier tour des législatives. C'est pour cela que le candidat à la tête de liste des européennes, François-Xavier Bellamy, alors qu'il a rejeté l'idée de l'alliance avec le Rassemblement national, a appelé à voter, en tous les cas s'est prononcé en faveur d'un vote pour un candidat du Rassemblement national lorsqu'il serait en face d'un candidat du nouveau Front populaire, c'est-à-dire de l'alliance de la gauche. Cela veut dire une chose, c'est l'inverse du Front républicain que l'on connaissait jadis. Le Front républicain avait été construit en opposition au Rassemblement national, c'est-à-dire tous les partis devaient s'allier au second tour pour empêcher qu'un élu du Rassemblement national puisse être élu. Aujourd'hui, il s'agit du rapport inverse. Le Front républicain, c'est désormais de voter pour les Républicains, pour le Rassemblement national et contre le Rassemblement de gauche. Pourquoi ? Parce que ce Rassemblement de gauche, ces éléments sont tellement extrêmes. La France insoumise a tellement défendu des éléments hostiles, antisémites, avec le conflit à Gaza, qu'elle est désormais devenue infréquentable. Et même si cette alliance, naturelle en vérité entre les différentes gauches, mais qui ont tout intérêt à s'allier entre elles pour essayer de se mettre d'accord sur la façon de faire le socialisme, la révolution verte ou je ne sais quoi, eh bien pour autant, elle est marquée, elle est observée comme étant trop dangereuse, trop extrême, pour une bonne partie des gens qui ne lui étaient pas hostiles hier encore. Cette inversion du Front républicain est inédite dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, l'extrême droite, en tous les cas le parti issu de l'extrême droite, puisque le Front National n'est plus celui de Jean-Marie Le Pen, c'est aujourd'hui le Rassemblement National, avec de nouvelles têtes, et les idées qu'il porte n'ont plus rien à voir avec ceux des années 80 et des années 70. Pour l'essentiel des sujets, il y a une grande porosité entre les idées portées par le Rassemblement National, Reconquête et les Républicains, et c'est sur cette base que va s'établir cette nouvelle alliance, cette nouvelle recomposition de la droite. Alors que les Républicains pensaient que le Rassemblement National serait obligé de se fondre dans ses idées, de se coucher devant les Républicains pour un jour espérer gouverner, être une force d'appui, c'est l'inverse qui se produit, c'est les Républicains qui se trouvent devoir être une force d'appui pour le Rassemblement national. Ce rapport de force considérable en faveur du Rassemblement national a ainsi contraint une recomposition de la droite, qui doit se faire sur les bases des problèmes les plus importants selon les Français. Ces problèmes, ce sont ceux de l'immigration et de l'insécurité. Car devant même le pouvoir d'achat, la première préoccupation des Français pour ces dernières élections européennes, ça a été l'immigration. Et c'est pour cette thématique que la majorité de l'électorat du Rassemblement national s'est prononcée. Sur ces problématiques d'immigration et d'insécurité, les différents partis de droite sont d'accord sur l'essentiel du constat et sensiblement d'accord sur les réponses à y apporter. Et c'est sur cette base que va s'établir cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance entre le président des LR et le Rassemblement national a fait une victime. Une victime non pas collatérale, mais un martyr sur l'autel de cette union des droites. Ce martyr, c'est celui qui a le plus agi en tant que journaliste
pour cette union des droites, et c'est celui qui sera sacrifié pour la faire. Il s'agit d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui a depuis très longtemps, grand reporter au Figaro pendant des décennies, il a essayé, il a œuvré à ce que se rapprochent les droites, la droite dite libérale, la droite bonapartiste et la droite légitimiste, afin de s'allier, de s'unir, comme le fait la gauche. Pourquoi, alors que la gauche peut s'allier sans aucun problème malgré ses différences et ses extrémités, la droite, elle, n'aurait pas le droit de le faire, ce serait un crime moral, ce serait immoral. Ces digues, désormais, ont complètement sauté. Éric Zemmour, qui avait participé à les démolir, à les dénoncer, à montrer leur inefficacité et leur incohérence, aujourd'hui, Éric Zemmour est victime de cette même alliance, il est victime de son œuvre. En effet, Éric Zemmour, le parti, son parti, avec la tête de liste qu'il lui avait choisie aux européennes, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, a fait un score honorable de plus de 5% des voix, et il se voyait comme une force d'appui au Rassemblement national pour la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron. Il a naïvement pensé que Marine Le Pen, Jordan Bardella, allaient faire une alliance avec lui afin de récupérer ses 5%, éventuellement son soutien militant, ses réseaux, et ouvrir une plus large, une alliance complète des droites. Marine Le Pen n'a pas d'intérêt à s'allier avec Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour a été complètement marginalisé de la vie politique. Alors qu'il avait construit, créé, qu'il était sorti de son rôle de journaliste pour se lancer en politique avec le parti Reconquête, la mission qu'il s'était attribuée était la mort politique de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Ayant échoué dans cette mission aux dernières présidentielles, Éric Zemmour tentait jusque-là de jouer sa survie politique avec ses européennes, et il comptait être une force d'appoint, en tous les cas un cadre pour le Rassemblement national, afin que celui-ci oriente ses idées autour de son concurrent. Marine Le Pen n'a ni envie, ni besoin de s'allier avec Reconquête de Éric Zemmour. Marine Le Pen n'a pas envie parce que Éric Zemmour a créé Reconquête dans l'unique but de tuer politiquement Marine Le Pen et le Rassemblement national. Seulement, il a échoué. Et comme il a échoué, Marine Le Pen veut sa peau. Elle ne veut pas d'Éric Zemmour, qu'il reviendrait en tant qu'allié ou quoi que ce soit. Elle veut désormais se venger et elle veut sa mort politique. Sa mort politique, Marine Le Pen va l'obtenir parce qu'elle n'a pas besoin d'Éric Zemmour. Elle n'a pas besoin d'Éric Zemmour parce qu'elle a déjà une alliance avec Éric Ciotti et que Éric Zemmour est pour beaucoup d'observateurs marqué plus à droite, plus radical, plus extrême que Marine Le Pen. Sa stratégie de dédiabolisation, réussie aujourd'hui, serait réduite à néant si elle devait aujourd'hui conduire à réhabiliter Éric Zemmour, qui, après avoir tenté de l'assassiner politiquement, reviendrait à la remarginaliser. Ce serait une erreur. Et c'est bien pour cela qu'elle ne va pas la commettre. Et, plus fort, elle va se servir de sa force familiale, de sa filiation avec Marion Maréchal, sa nièce, qui était la tête de liste d'Éric Zemmour aux dernières élections, avec un score honorable de plus de 5%, elle a fait éclater le parti d'Éric Zemmour, qui possédait déjà deux clans, celui de Zemmour et de Marion Maréchal. Marion Maréchal, qui, elle, ne veut pas rester spectatrice de ce qui se joue maintenant, dans l'histoire du Rassemblement national, dans l'histoire de la vie politique française. Elle qui veut profiter de cette dissolution afin de corriger son erreur, où elle avait déjà trahi sa tante en partant chez Reconquête, elle décide maintenant de trahir Reconquête pour retourner chez sa tante. Éric Zemmour, surpris par cette trahison évidente, que lui-même, il aurait vu s'il avait été un observateur lucide, un journaliste, s'il avait eu à analyser cette situation, il aurait vu qu'il était évident qu'il se ferait trahir. La naïveté d'Éric Zemmour est hallucinante.
il se dit trahi par des professionnels de la trahison, alors qu'il s'est précisément entouré de ces traîtres. Marion Maréchal avait trahi sa tante pour lui, la voilà désormais qu'elle trahit Éric Zemmour pour retourner voir sa tante. C'était évident, pour tous, mais pas pour Éric Zemmour, aveuglé par son orgueil qui pensait que le monde, Marine Le Pen, allait se joindre à lui, allait lui demander s'il voulait bien faire partie de cette alliance. Sauf que Marine Le Pen n'a pas besoin d'Éric Zemmour. Elle n'en a pas besoin car Éric Zemmour, qui pourrait présenter des candidats, n'obtiendrait jamais suffisamment de suffrages pour se maintenir au second tour et obtenir des députés. Éric Zemmour ne peut faire qu'une seule chose, tenter de faire perdre au Rassemblement national de précieuses voix, quitte à éliminer certains candidats du second tour des élections législatives. La seule chose que peut faire Éric Zemmour, c'est se venger en présentant des candidats pour essayer de faire perdre des voix précieuses au Rassemblement national. Mais si c'est son souhait, c'est peut-être pas celui de ses électeurs. Ses électeurs vont faire front commun et vont directement voter utile, puisque le mode de scrutin des élections législatives, c'est un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Il faut donc qualifier le candidat pour le second tour. Il y a toutes les raisons de penser qu'un électeur de Reconquête qui veut le Rassemblement national, qui veut soutenir le Rassemblement national, n'ira pas voter au premier tour pour un candidat de Reconquête, mais votera directement pour le Rassemblement national pour le qualifier au second tour. Éric Zemmour va donc lancer ses dernières forces dans la bataille pour essayer de faire chuter Marine Le Pen, mais risque d'y laisser tout ce qui reste de son parti. Car le Rassemblement national n'a pas besoin d'investir des candidats, de financer leur campagne, les candidats de Reconquête, afin d'obtenir leur voix. Il va mécaniquement, naturellement les avoir, car en face du Rassemblement national, il y a les islamo-gauchistes de LFI, les écologistes. Il y a le NPA, qui a soutenu les attaques du Hamas du 7 octobre sur des civils, les prises d'otages, qui a qualifié ces attaques de résistance. Il y a en face une extrémité, une extrême gauche tellement vindicative et menaçante que mécaniquement, même les forces les plus modérées de la droite, du centre, pourront faire bloc derrière le Rassemblement national afin de bloquer l'ascension de Jean-Luc Mélenchon. Car la menace islamo-gauchiste en France est réelle. Selon un dernier sondage de l'IFOP, 62% des musulmans ont voté en faveur de la France insoumise, et ils ont voté pour ses positions en faveur du combat palestinien. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème à voter à plus de la moitié, 62%, c'est énorme, enfin, pour le parti en France qui flirte avec le soutien, qui, au-delà même de flirter, qui soutient à demi-mot les terroristes du Hamas. Pour cela, face à ce danger, il n'y a qu'un seul rempart qui, aujourd'hui, semble suffisamment fort, c'est celui du Rassemblement national. Et c'est autour de lui que va se construire l'avenir politique d'aujourd'hui. Il s'agit désormais d'un affrontement entre deux blocs. Alors que la vie politique était dirigée par le bloc du centre, celui-ci se retrouve tellement écrasé par la pression du bloc de droite et du bloc de gauche qu'il y a désormais plus qu'un affrontement final entre ces deux blocs, de gauche et de droite, qui s'affrontent, avec deux France, la France de la périphérie contre la France des grandes villes et des banlieues. Il suffit de voir le vote des dernières européennes et le contraste entre le vote du Rassemblement national et le vote des grandes villes pour s'apercevoir de ce fossé, de ces deux France qui ne se parlent plus et désormais s'affrontent. Elles s'affrontent dans les urnes, et si elles ne s'affrontent pas dans les urnes, si le souci ne se règle pas dans les urnes, elles risquent surtout de s'affronter dans la rue. Parce que le Front National fait ses scores dans toutes les zones périurbaines et dans les campagnes. Le bloc de gauche, lui, fait son score dans les grandes villes, boboisées, et dans les banlieues, ghettoisées, islamisées. J'en veux pour preuve
un exemple très important, celui de la ville de Saint-Denis, à côté de Paris, la banlieue parisienne. Saint-Denis, la France insoumise s'est vantée d'avoir obtenu plus de 50% des voix, alors que Jordan Bardella n'en a obtenu, lui, que 10%. 10% alors qu'au niveau national, il en fait quasiment 32. Cela donne l'énorme différence qu'il y a en fonction des territoires et en fonction des populations qui les habitent. On a du mal à comprendre pourquoi Emmanuel Macron a décidé cette dissolution. Il y a fort à parier qu'il s'agit simplement d'une déconnexion terrible qui existe entre ces élites politiques et la réalité de ce que vivent les Français. Et pour cela, Emmanuel Macron, c'est la personnification de ce phénomène. Car quand il a voulu reprendre la main, sans vouloir soi-disant se lancer en campagne, il a expliqué pendant 1h30 dans une conférence de presse à des journalistes ce qui allait se passer pour ces élections législatives. Et alors là, on a tous eu l'impression, les journalistes les premiers, que Macron n'avait pas bien compris ce qui allait se passer aux prochaines échéances électorales. Emmanuel Macron a essayé de faire un coup d'esbrouf, l'énième coup de parler, de faire des débats, c'est moi ou ce sont les extrêmes, en n'ayant pas conscience que les gens vont justement préférer les extrêmes à Emmanuel Macron. Ils vont préférer le bloc de gauche pour les gens de gauche ou le bloc de droite pour les gens de droite. Pour cela, Emmanuel Macron a essayé de dissuader les électeurs de droite de voter pour le Rassemblement national en expliquant qu'il voulait réduire l'immigration illégale. Réduire l'immigration illégale. C'est très simple. L'immigration illégale ne devrait pas exister. Elle est illégale. Par définition, on ne peut pas la réduire, elle devrait être inexistante. Ça ne peut pas être un objectif du président de la République. C'est déjà un désaveu de prononcer un tel souhait. Deuxième chose, c'est qu'il se prononce pour une plus grande fermeté de la République, comme s'il n'avait jamais été aux affaires. Comme si ce n'était pas lui le chef de l'État qui était censé déjà diriger, déjà régler ces problèmes-là dans le pays. Alors, on a quand même beaucoup de mal à croire que Emmanuel Macron ne se rend pas compte que ce qui vient de déclencher, c'est pas simplement un séisme politique qui retravaille et va refonder des relations entre les partis politiques. Non, non, c'est bien plus que cela, c'est une trame de fond qui va naître et qui va faire un véritable tsunami à l'Assemblée nationale, parce que des projections qui sont faites entre l'union des partis, sans même une union entre les LR et le Rassemblement national, c'est entre 250 et 300 députés du Rassemblement national qui risquent bien d'être élus. Cette vague, cette déferlante du Rassemblement national n'est que la conséquence de l'incurie des élites politiques françaises. C'est la conséquence de décennies d'une politique semblable, de social-démocratie, de laxisme, qui continue les mesurettes, les petites rustines en espérant être réélu 5 ans après, en sauvant son siège, etc., etc. Là, les Français ont décidé de dire non. Et l'avenir, leur avenir, peut radicalement changer. Il peut radicalement changer. Pour autant, sur quelles questions les Français pourront véritablement agir? Parce que ce qu'il se profile, c'est une cohabitation. Certains domaines sont réservés au président de la République, et Emmanuel Macron, naturellement, a déjà insisté sur le fait qu'il n'allait pas démissionner à l'issue de ces législatives. Pour autant, il va devoir composer avec un gouvernement qui sera ses opposants politiques. Emmanuel Macron tente de marginaliser le Rassemblement national comme s'il s'agissait du vieux parti fondé par des Waffen-SS du temps de Jean-Marie Le Pen. Ce n'est plus le cas, nous sommes en 2024. Jean-Marie Le Pen n'est plus le président du Front National depuis des années. Sa fille, Marine Le Pen, a depuis longtemps lancé
son poulain Jordan Bardella, qui est un visage jeune de son parti, et tout ce qui pouvait coller à des oripeaux de l'extrême droite traditionnelle française ne correspondent plus aujourd'hui à l'ADN du Rassemblement national. Le Rassemblement national n'est plus un parti, c'est un parti issu de l'extrême droite, et aujourd'hui, c'est un parti qui se situe le plus à droite de l'échiquier politique, même si on peut parler de la question de reconquête. Pour autant, les attributs, les caractéristiques de l'extrême droite ne sont plus présents au sein du Rassemblement national. Et c'est devenu un parti national populiste, que des observateurs politiques comme Jean-Yves Camus, le politologue, qualifient de républicain. Aujourd'hui, Meir Habib, un député franco-israélien, dont le leitmotiv est l'intérêt des Israéliens et des Juifs de France, il se prononce pour se mettre sous les couleurs du Rassemblement national. Donc quelque chose a changé en France, quelque chose a profondément changé en France. Il y a un bouleversement majeur au sein du peuple français, mais également au sein de ses élites. J'en veux pour preuve Alain Finkielkraut, le philosophe juif, membre de l'Académie française, issu de la gauche, désormais proche des conservateurs, qui a longtemps condamné le Front National pour ses positions, se dit aujourd'hui prêt à être contraint de voter pour le Rassemblement national en cas de duel face au bloc de gauche du nouveau Front populaire. Également, un ancien grand maître du Grand Orient de France, la plus grande loge de France, des francs-maçons, s'est dit prêt à travailler avec le Rassemblement national afin de relever le pays. Il a disqualifié le théâtre de l'antifascisme qui a été le leitmotiv de la gauche, et la Grande Loge de France est une loge de gauche. Il a disqualifié ce discours en disant que celui-ci n'avait plus rien de commun avec la situation d'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, si le peuple français voulait porter le Rassemblement national au pouvoir, les élites devaient l'y accompagner afin de redresser le pays. C'est une situation inédite. Inédite en France, que les forces qui jusque-là condamnaient ou attribuaient les bons points de ce qui permettait l'arc républicain, ont désormais adoubé le Rassemblement national comme une force si forte qu'il faudra composer avec. Le Rassemblement national n'est plus un vote de contestataires, un vote de rejet, un vote de désaveu de la politique menée. C'est également aujourd'hui un vote d'alternative, un vote d'adhésion à des problématiques que seul lui portait dans le débat public. Il faut désormais savoir et analyser pourquoi cette alliance a mis autant de temps à exister. Pourquoi ce fameux cordon sanitaire qui a été inventé par Mitterrand, qui a été un piège de Mitterrand pour casser la droite en deux, pourquoi a-t-il mis autant de temps à céder aujourd'hui ? Eh bien, une des premières réponses, un des premiers éléments, c'est la constitution du Rassemblement national. Le Rassemblement national, en termes d'idéologie, c'est un parti national populiste, et son nationalisme est aujourd'hui très empreint de socialisme. C'est-à-dire que ses positions économiques sont essentiellement socialistes, ce qui a empêché pendant de très nombreuses années, et c'est encore aujourd'hui le fruit d'une controverse, d'un accrochage entre la droite classique et le Rassemblement national, c'est que ça n'est pas simplement pour des solutions qui seraient jugées trop extrêmes, trop radicales, c'est également une différence de vision de l'homme et de l'économie. On peut imaginer que sans le socialisme porté aujourd'hui par le Rassemblement de Marine Le Pen, cette alliance aurait pu se faire peut-être plus tôt, dans de meilleures conditions et de manière encore plus forte. Une autre chose qui est un frein au pouvoir de Marine Le Pen et qui effraie une bonne partie des élites, c'est son poutinisme. En effet, dans les candidats que Marine Le Pen présente, et même dans ses élus, dans son appareil, il y a de nombreuses personnalités qui sont compromis
avec le pouvoir russe de Vladimir Poutine, qui n'est pas favorable et qui est même un ennemi résolu, déclaré de la France et des Français. Désormais aux portes du pouvoir, il faut espérer que Marine Le Pen soit rappelée à la raison dans un certain nombre de domaines, économiques, diplomatiques, car on ne peut pas renverser la table et tout changer comme ça, tout casser. Justement, une bonne partie de son programme démagogique sera, je le pense, amendée, voire tout simplement oubliée, face à l'urgence de la situation et le réalisme, la réalité. Non, on ne pourra pas changer et revenir à une retraite par répartition à 60 ans. Les responsables du Rassemblement national, aujourd'hui, l'admettent. Ils admettent également que beaucoup de prétentions économiques généreuses ne seront peut-être pas à l'ordre du jour, car les difficultés vont augmenter. Évidemment, de nombreux opposants politiques ne voudront pas laisser le Rassemblement national diriger et gouverner. Ces difficultés supplémentaires vont s'ajouter aux difficultés déjà présentes. Le Rassemblement national devra en tenir compte s'il obtient la majorité au Parlement et s'il peut se permettre de former un gouvernement. Marine Le Pen va devoir rassurer les élites qui composent le pays et qui devront l'aider à diriger demain. Pour cela, elle doit mettre de l'eau dans son vin dans énormément de ses propositions afin de faire passer l'urgence, prioriser le choix des Français qui l'ont porté au pouvoir ou qui veulent la porter au pouvoir sur la base de sa sécurité et de l'arrêt de la politique folle d'immigration.